Nous allons consacrer la présente vidéo aux différentes applications de la diffraction des poudres cristallines. Avant d'aborder ces applications, nous rappelons que toutes les méthodes de diffraction de poudre permettent la détermination des angles de diffraction, ce qui permet de remonter aux distances interréticulaires DHKL, et ce par le biais de la condition de diffraction de Bragg. Ces distances sont spécifiques du réseau, à savoir qu'elles dépendent de la forme et des paramètres de la maille. Certaines méthodes de diffraction des poudres, et en particulier celles utilisant la méthode de diffractomètre automatique des poudres, ces méthodes permettent la détermination des intensités IHKL des pics de diffraction. Comme nous l'avons signalé dans la vidéo consacrée aux facteurs de structure et à l'intensité, ces intensités sont spécifiques de la structure cristalline, puisque l'intensité dépend du facteur de structure et ce dernier dépend étroitement de la position des atomes dans la maille. Les données DHKL et IHKL sont caractéristiques d'une espèce cristalline bien définie. Ainsi, le diagramme ou spectre de diffraction, ce qu'on appelle aussi des fois diffractogramme, peut être considéré comme une carte d'identité ou empreinte digitale de l'échantillon étudié. Toutes les poudres cristallines vont avoir un spectre de diffraction contenant un certain nombre de pics de diffraction ayant chacun un angle de diffraction bien précis et une intensité bien précise. Les pics de diffraction de deux matériaux différents ne vont avoir ni les mêmes angles de diffraction ni les mêmes intensités. Ceci étant dit, les différents cas d'application des spectres de diffraction des poudres cristallines sont les suivants. La caractérisation d'un matériau, l'identification d'un matériau, l'analyse qualitative d'un échantillon, l'analyse quantitative d'un échantillon, et enfin la détermination du système cristallin et indexation des raies de diffraction. Les deux premières applications ont fait l'objet de la vidéo précédente. Quant à la présente vidéo, elle va être consacrée à la troisième application, à savoir l'analyse qualitative d'un échantillon. La troisième application de la diffraction des poudres cristallines est l'analyse qualitative. Dans ce cas, si le spectre de référence d'une substance donnée est connu, son identification dans un mélange donné est alors possible, par comparaison de son spectre de référence à celui du mélange. C'est ce qu'on appelle l'analyse qualitative par rayonnement X. L'analyse qualitative est très utilisée dans le domaine de l'industrie minière, de la métallurgie et dans certains secteurs industriels, comme ceux de l'industrie des ciments et de l'industrie des céramiques. À titre d'exemple, dans l'industrie minière, lorsqu'on cherche à extraire un métal d'un minerai, il faut qu'on soit sûr d'abord que le métal recherché existe bien dans le minerai. Généralement, les métaux ne se trouvent pas à l'état natif dans les minerais, mais se trouvent généralement sous forme d'oxyde. À titre d'exemple, si on veut savoir si un métal existe dans un minerai donné, il faudrait qu'on dispose d'abord du spectre de diffraction du métal recherché ou bien de son oxyde s'il est sous forme d'un oxyde. On réalise ensuite la diffraction au rayon X d'un échantillon du minerai et on essaie de voir alors sur le spectre de diffraction obtenu s'il y a présence ou non des pics caractéristiques du métal recherché ou de son oxyde. L'illustration de ce qu'on vient d'expliquer peut se faire de la façon suivante. Supposons que le spectre de diffraction de la présente figure est celui d'un échantillon poudreux cristallisé d'un minerai donné, et dans lequel on veut savoir s'il y a présence d'un métal bien précis sous forme native ou sous forme d'oxyde métallique. Pour répondre alors à la question, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, cette opération ne peut se faire que si on dispose du spectre de diffraction du métal ou de son oxyde, s'il est sous forme bien sûr d'oxyde métallique.
Si on suppose alors que le spectre que nous représentons en rouge est celui du métal ou de son oxyde, on voit alors que toutes les raies du métal ou de son oxyde existent bien dans le spectre de diffraction de l'échantillon du minerai. Dans ce cas, nous pouvons bien confirmer que le métal en question existe bien dans le minerai. L'identification du métal dans ce cas n'a posé pratiquement pas de problème, puisque tous les pics de diffraction du métal étaient bien visibles dans le spectre de diffraction du minerai. Ce qui peut s'expliquer, comme on va le voir dans l'analyse quantitative, par le fait que la quantité du métal dans le minerai était importante. Mais si le métal existait en très faible quantité dans le minerai, ceci va se manifester par une diminution très importante de l'intensité de tous les pics de diffraction du métal, au point où plusieurs pics peuvent se confondre avec le fond continu, comme on peut l'illustrer par la figure suivante. Par cet exemple, on voit que seul le pic le plus intense du métal émerge du fond continu, et qu'il est impossible dans ce cas, ou presque, de repérer les autres pics de diffraction du métal. Dans ces conditions, on ne peut pas du tout confirmer que le métal existe dans les minerais, et ce sur la base du repérage d'un seul pic du métal. Suite à ce qu'on vient d'expliquer alors, il serait complètement aberrant de confirmer qu'un constituant d'un mélange existe bien dans ce mélange uniquement par le repérage d'un ou de quelques pics de diffraction, chose qu'on trouve malheureusement dans certains travaux de thèse, comme on peut en témoigner par l'exemple suivant. Sur ce spectre qui est celui d'une argile, le repérage des raies a été fait automatiquement par ordinateur en se basant sur le fichier ASTM contenu dans sa mémoire, et ce comme on l'avait expliqué dans la vidéo précédente. Se basant alors sur ce spectre, l'auteur a confirmé que la kaolinite est majoritaire dans l'argile, ce qui est effectivement le cas puisque la plupart des pics de diffraction dans les pics les plus intenses appartiennent effectivement à la kaolinite. Cependant, la présence du quartz n'a été confirmée que par l'existence du seul pic de diffraction situé à 26,71 degrés. Aucun des autres pics caractéristiques du quartz n'est alors repéré et nous trouvons alors que la confirmation de l'existence du quartz par le repérage d'un seul de ces pics de diffraction est complètement hasardeuse. Mais sur une autre argile, qui ne contient cette fois que du quartz et de la calcite, on a pu bien confirmer l'existence du quartz pour la bonne raison que beaucoup de pics de diffraction caractéristiques de ce matériau existent bien dans l'argile étudiée. Contrairement au cas précédent, où l'existence du quartz n'a été confirmée que par l'existence de son pic le plus intense. Si on suppose maintenant que le quartz existe bien dans cette phase, on peut comprendre aisément pourquoi les autres pics de ce matériau ne sont pas visibles sur ce spectre de diffraction. En effet, le problème peut s'expliquer aisément en remarquant que l'intensité du pic le plus intense du spectre, pic attribué à la kaolinite, cette intensité avoisinant 10 000 coups par seconde est tellement élevée par rapport à l'intensité du pic le plus intense du quartz que les autres pics de ce dernier vont être pratiquement confondus avec le fond continu. Contrairement au cas précédent, où l'intensité du pic le plus intense du spectre, pic attribué à la calcite, l'intensité de ce pic avoisine 5000 coups par seconde, ce qui a permis alors de voir un grand nombre de pics de diffraction caractéristiques du quartz. Ceci étant dit, nous signalons au passage que le fait de préciser dans cet exemple et l'exemple précédent que la radiation utilisée est la radiation K-alpha du cuivre nous a attiré l'attention. En effet, la radiation K-alpha du cuivre est en réalité un doublet
constitué par deux radiations K-alpha 1 et K-alpha 2 dont les longueurs d'onde sont très proches. Dans ces conditions, si un composé donné cristallisé et irradié par la radiation K-alpha, tous ces pics de diffraction doivent être normalement sous forme de doublés. Le premier pic provenant de K-alpha 1 et le second de K-alpha 2. Et si c'est le cas, l'interprétation de tous les spectres de diffraction serait vraiment impossible à faire. Pour éviter donc le dédoublement des pics de diffraction, il est impératif de travailler avec un rayonnement monochromatique. Dans la pratique, la radiation généralement utilisée est la radiation K-alpha 1 du cuivre, dont la longueur d'onde est la suivante. Dans les secteurs industriels, il se peut que lorsqu'on fabrique un produit donné, il se peut par exemple qu'il contient une impureté qui risque de nuire à sa qualité. Et si le spectre de diffraction de cette impureté est connu, on peut savoir de façon certaine que le produit fabriqué en contient ou non. Et ceci en comparant le spectre de diffraction de l'impureté à celui de l'échantillon fabriqué. L'illustration de ce qu'on vient d'expliquer peut se faire de la façon suivante. Supposons que le spectre de diffraction de cette figure est celui d'un produit industriel qu'on vient de fabriquer. Si alors l'impureté qu'il peut contenir est connue d'avance par l'industriel, ce qui est généralement le cas, on peut trancher alors facilement si le produit fabriqué contient cette impureté ou pas. Si on suppose alors que les pics de diffraction de l'impureté sont ceux représentés en rouge, on voit alors aisément que tous ces pics existent bien dans le spectre de diffraction du produit industriel fabriqué. Le fabricant doit alors s'apercevoir clairement que le produit qu'il vient de fabriquer contient effectivement de l'impureté. Nous verrons dans la partie que nous allons consacrer à l'analyse quantitative que la hauteur des pics, à savoir leur intensité, va pouvoir conduire à la quantité de l'impureté contenue dans le produit industriel fabriqué. Et c'est à l'industriel de trancher si cette quantité nuit ou non à la qualité de son produit. Si oui, il serait dans l'obligation de refaire la préparation du produit en jouant sur les facteurs de préparation pouvant influencer l'atténuation de la quantité de l'impureté. L'analyse qualitative est généralement utilisée également dans la recherche scientifique. Ainsi, par exemple, si on cherche à fabriquer un produit solide C à partir de deux autres produits solides A et B, pour que le produit C soit alors pur, il faut qu'il ne contienne de traces ni de A ni de B. Et pour s'en assurer alors, il faudrait disposer dans un premier temps du spectre de diffraction de A et de B, et une fois le produit C est synthétisé, on le passe en diffraction X et on essaie de voir si le spectre obtenu contient les pics caractéristiques du composé A ou B. Si oui, le produit C préparé n'est pas pur, et il faut alors le purifier ou bien refaire sa préparation. L'illustration de ce qu'on vient d'expliquer peut se faire de la façon suivante. Lorsqu'on cherche à synthétiser un produit C solide à partir de deux solides A et B, il faut alors disposer des spectres de diffraction aux rayons X des deux solides A et B. Et dans le cas où on n'en dispose pas au laboratoire, la première des choses à faire serait alors de les passer individuellement aux rayons X pour disposer de leur spectre de diffraction. Une fois ce travail réalisé alors, on exécute alors le mode opératoire permettant d'avoir le composé C à partir des deux solides A et B. Et une fois le produit C obtenu, on le fait diffracter au rayon X pour avoir son spectre de diffraction.
Nous signalons au passage que pour réaliser de telles synthèses, on procède de la façon suivante. On commence d'abord à broyer au mortier chacun des composés solides A et B. Et une fois que les deux solides broyés, on les fait mélanger de façon homogène, puis on broie à nouveau le mélange. Cette opération va avoir comme effet de faciliter la réaction entre les deux solides A et B. L'étape suivante consiste à porter le mélange A et B à haute température, ce qui va avoir alors comme effet une interaction facile entre les atomes des solides A et B. Et une fois qu'on atteint la température souhaitée, on refroidit le mélange jusqu'à la température ambiante. La vitesse de refroidissement peut avoir un effet sur l'obtention ou non du solide C. Et si c'est le cas, le four doit être lié à un programmateur permettant de jouer sur la vitesse de refroidissement. Ceci étant dit, lorsqu'on obtient alors le produit final, on le fait diffracter au rayon X, comme on l'a signalé tout à l'heure. L'interprétation du spectre de diffraction obtenu va nous permettre alors de savoir si d'abord la réaction entre A et B a été bien réalisée et si le produit C recherché est bien obtenu. Pour pouvoir interpréter le spectre de diffraction du produit obtenu à la suite de la réaction entre A et B, nous avons signalé tout à l'heure qu'il faut disposer des spectres de diffraction respectifs des solides A et B. Supposons alors que le spectre de diffraction du solide A est celui représenté sur cette figure, et que celui du produit B est le spectre représenté sur cette figure. La présente figure montre simultanément les spectres de diffraction des solides A et B. Supposons maintenant que le spectre de diffraction du composé C obtenu est celui de la présente figure. La première des choses à vérifier alors est de voir si les pics caractéristiques des solides A et B existent dans le présent spectre ou pas. Si oui, on doit en conclure qu'il n'y a eu aucune réaction entre A et B. Ce spectre de diffraction montre qu'on est effectivement dans ce cas de figure. En effet, la comparaison des spectres de diffraction de A et B à celui de cette figure nous permet de voir clairement qu'il y a effectivement présence simultanée du solide A et du solide B. On en conclut alors qu'aucune réaction ne s'est passée entre les deux solides A et B. Il est donc impératif dans ce cas de refaire la préparation et de jouer sur les conditions d'obtention du solide C. Supposons maintenant que le spectre de diffraction du produit synthétisé à partir des solides A et B est celui reporté sur cette figure. La comparaison de ce spectre à celui du solide A et du solide B montre que le spectre du produit C préparé ne ressemble ni au spectre de diffraction de A ni à celui de B. On peut en conclure alors que la réaction entre les solides A et B a bien eu lieu et qu'elle a abouti à la formation d'un nouveau solide C. Un troisième cas de figure qu'on peut avoir est celui où on a effectivement les raies caractéristiques du produit C et avec lesquelles il y a tous les pics de diffraction du composé A, mais en faible intensité. Si c'est le cas, ça va traduire le fait que le produit A a été en excès. Si maintenant ce sont les pics de diffraction du solide B qui persistent, mais avec une faible intensité, on peut en conclure dans ce cas que c'est le produit B qui est en excès. Dans les deux derniers cas alors, et pour avoir le produit C pur, il faudrait refaire la manip soit en diminuant la quantité de A, soit en diminuant celle de B.
J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.